À bientôt sur nos antennes. Nous y sommes déjà. 15h à Washington, 19h en temps universel coordonné, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la 72e édition de Washington Débat. Washington Débat, 72e édition en ce samedi 19 mai 2012. Principaux thèmes de cette édition, mesdames et messieurs, en Guinée, face au bras de fer entre l'opposition et le pouvoir autour de la CENI, y a-t-il lieu de craindre un éventuel vide constitutionnel en Guinée qui peut avoir donc la qualité d'assumer les fonctions de chef de l'État en cas de vacances soudaines de pouvoir. Nous le saurons tout à l'heure avec nos invités et panélistes. Mesdames et messieurs, les regards sont tournés ici à Washington même, où se tient depuis hier le sommet du G8, la 38e édition donc, le 38e sommet du G8, le groupe des pays les plus industrialisés, plus la Russie dans le monde. Alors, au sommet au cours de ce sommet, le président américain Barack Obama a proposé la sécurité alimentaire en Afrique. Alors, que vous inspire donc ce grand thème proposé par le numéro 1 américain? Alors, un détour du côté de la France. Alors, quelle sera la place de l'Afrique dans le quinquennat du président socialiste François Hollande? Vous le savez, François Hollande a battu Nicolas Sarkozy, le président sortant, le dimanche dernier au cours des élections. C'était au second tour de la présidentielle en France. Pour participer donc au débat, mesdames et messieurs, le standard est ouvert. 209 647 16 00 et la touche qui suit, le code qui suit directement après avoir appuyé la touche dièse, c'est le 67 21 37. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter, les réseaux sociaux de communication, mesdames et messieurs. L'émission qui démarre a pour invité donc Monsieur Joseph Abba. Monsieur Joseph Abba est le vice-président de la diaspora forestière, actuellement en séjour au pays de l'oncle Sam. Nous l'aurons en ligne de New York, mesdames et messieurs, et bien évidemment, si les dieux de la communication sont avec nous, nous ferons un détour du côté de Goma et de Bukavu, où se trouvent nos invités, nos panélistes habituels, Chantal Faïda, économiste analyste là-bas à Bukavu, et Madame Marie-Rose Bora, toujours à Bukavu, et juste à côté de Madame Marie-Rose Bora, il y a une autre dame de taille, Rosine Zakabe. Et un peu plus dans le nord du pays, en RDC toujours, notre correspondant et confrère El Hadj Koudra Maliro à Beni. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue donc dans cette édition que vous anime Georges Léonard Sagno. Alors, avant qu'on se balance dans les vifs du sujet, nous allons vous permettre d'écouter un tout petit peu quelques notes musicales en compagnie de Percutant Obentia. Et c'est parti dans Katoura. Conseil supérieur de la diaspora forestière. Tenez ça c'est pour vous. Ovino. Ne remettons pas ce que l'on peut faire aujourd'hui à demain. Un remettons demain, on peut faire respirer si je savais. N'attendons pas les heures pour faire ce que l'on peut faire. Car vouloir c'est pouvoir. Car vouloir c'est pouvoir. Avec l'unité, la foi, on peut faire de la Guinée un paradis. Bannissons l'ethnocentrisme, bannissons l'égoïsme, bannissons les haines. Évoluer notre chère région, la Guinée forestière. Obino chanter pour vous. Diaspora forestière. Diaspora forestière. Nous dirons à Kissitougou, Kekedou, Nisouiron Messasa, Térékolé, nous irons à Yomoula, à Lola, nous irons à Beila. Chantez partout, chantez partout, que la haine laisse nos sentiers, nous n'avons pas de place dans nos cœurs.
Vous écoutez en ce moment même Obentia, le percutant Obentia, qui nous chante Katua. Eh oui. Dans cette édition, donc, mesdames et messieurs, vous aurez la contribution, comme je l'ai dit tout à l'heure, de notre frère Joseph Abba, qui est économiste, panéliste à Washington. Il est plutôt en séjour à New York. Eh oui. Les principaux thèmes de cette édition, donc, c'est le G8. Quelle place pour l'Afrique dans le G8, le sommet du G8 qui se tient maintenant à Kendeville, ici dans le Maryland. Nous serons tout à l'heure avec notre invité. Et oui. Et en plus, nous aurons donc à parler de la politique guinéenne, le bras de fer entre le pouvoir et l'opposition. L'opposition guinéenne qui veut que le pouvoir de Conakry organise les élections législatives, ce qui est tout à fait normal. Et le pouvoir qui a toutes les peines du monde à organiser ces élections législatives. Alors nous le serons tout à l'heure. La semaine qui vient de se terminer a été riche en événements à Conakry. Le pouvoir a été secoué, des journées de ville morte par 2 fois, lundi et jeudi. Et ces journées villes mortes ont en partie paralysé la ville de Conakry. Donc, mesdames et messieurs, restez à l'écoute. Nous aurons encore dans cette édition, comme je le dis tantôt, à parler du G8, le sommet du G8 qui se tient en ce moment même à Kendeville, ici à Maryland. Le sommet du G8 donc qui prend en compte les préoccupations africaines, car un homme qui a faim n'est pas un homme libre, un ventre vide, le sac vide ne se tient pas debout. Nous le retenons du président Houphouët-Boigny, feu président Houphouët-Boigny, premier président ivoirien, ce qui avait valu à Houphouët-Boigny donc la relance de l'agriculture, et aujourd'hui la Côte d'Ivoire, qui est un pays en voie de développement, a quand même de quoi manger. Quand vous êtes à Abidjan, il vous suffit d'avoir un 10 francs CFA, 100 francs CFA, et vous faites un tour à Yopougon ou à Cocody, et vous trouverez là des plats copieux d'attiéké, le poulet braisé, poisson braisé. Et oui, donc l'agriculture devrait être la priorité des priorités dans les pays africains. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, nous allons donc vous lire quelques commentaires qui sont tombés dans Facebook. Nous sommes là avec Obentia, qui nous rend hommage. Et oui, donc voilà, donc mesdames et messieurs, l'émission qui se poursuit. Et oui, restez en ligne, parce que la chandelle, le jeu en vaut la chandelle, comme on le dit là, habituellement. Et ceux qui viendront dans cette émission sont des gens qui pourront donc détailler, vous donner des propositions. Je voudrais vous rappeler qu'à ce sommet du Kendeville, ici dans la région métropolitaine de Washington, des personnalités africaines ont été invitées, notamment des chefs d'État, le Béninois Boni Yayi, président en exercice de l'Union africaine, et le premier ministre éthiopien, Meles Zenawi, qui a donc fait le déplacement à Washington. Ah oui, donc voilà, nous allons commencer cette grande émission en attendant que les techniciens nous amènent notre invité de côté de New York, mesdames et messieurs. Je voudrais aussi vous rappeler que le président de la Banque africaine du développement est à Washington pour participer à ce sommet important. Et oui, le Rwandais à la tête de la Banque africaine de développement a fait le déplacement de Washington. Voici donc à propos du grand thème sur la Guinée, la réaction de Marie-Rose Bora, une autre analyste panéliste là-bas à Bukavu, Marie-Rose Bora qui est enseignante de profession. Elle dit, Georges, pour la Guinée, je crois qu'il faut se mettre autour d'une table et éviter le pire. Le thème du G8 n'est pas mauvais car, selon elle, l'Afrique doit être épaulée sur tous les plans par les puissances occidentales.
Alors, si l'Afrique doit être épaulée sur tous les plans par les puissances occidentales, quelle devrait être alors la part de l'Afrique elle-même au cours de ce sommet? Nous le saurons tout à l'heure avec nos panélistes et invités, mesdames et messieurs, car le thème est de taille. Le G8 et l'Afrique et le reste du monde, car il n'y a pas que l'Afrique qui a des problèmes, il y a aussi des pays africains, des pays asiatiques, des pays européens aussi. Quand vous prenez la Grèce, c'est un pays qui a besoin d'aide, car la Grèce, avec, disons, l'austérité, elle n'arrive pas à retrouver le chemin. Malgré l'intervention musclée des pays de l'Union européenne, la Grèce peine toujours à relancer son économie et à faire face aux problèmes du développement. Donc, il n'y a pas que l'Afrique qui a des problèmes. Il y a aussi des pays de l'Europe de l'Ouest, car la Grèce, c'est un pays de l'Europe de l'Ouest, et des pays de l'Europe de l'Est qui ont aussi des problèmes d'aide au développement. Alors, tout ce plat copieux vous sera détaillé tout à l'heure avec notre invité que nous attendons d'un moment à l'autre, monsieur le vice-président du Conseil supérieur de la diaspora, monsieur Joseph Abba. Alors, vous avez déjà du côté de Maryland les panélistes habituels que nous avons, notamment le percutant Gatagbemou, et nous aurons en ligne de Washington DC, bien sûr, le politologue guinéen, monsieur Chérif Niman François, mais et du côté toujours de Washington, l'autre panéliste Jules Fangamou. Alors, monsieur Gatagbemou, vous venez de nous prendre dans cette grande émission. Bonsoir et bienvenue sur les antennes de Radio Guinée USA. Comment allez-vous pour commencer? Bien, merci. Et vous, monsieur George? Je vais très bien, merci. Alors, le thème qui nous regroupe aujourd'hui, monsieur Gatagbemou, c'est bien sûr le bras de fer entre l'opposition et le pouvoir autour de la CENI. Y a-t-il lieu de craindre un éventuel vide constitutionnel en Guinée qui peut avoir la qualité d'assumer les fonctions au sommet de l'État s'il y a vacance soudaine de pouvoir? Alors, quelle réaction avez-vous face à ce thème, M. Gatagbemou? Oh, merci, M. George. Vous savez, la situation guinéenne, elle n'est pas difficile, mais elle est sûrement compliquée. Et elle est compliquée parce qu'on a un chef d'État qui ne voit que son intérêt, pas l'intérêt du peuple. Et si je vois le gouvernement guinéen en train de dire qu'on a des opposants de la rue, des opposants de la rue, il y a certains langages même du gouvernement qui disent qu'on a des bombards. Est-ce que des termes comme ça amènent ou retiennent la paix en Guinée? Ou bien est-ce que ce sont les opposants seulement qui sont en train d'insulter ici? Moi, je dirais non. Non, pourquoi? Parce que la force d'un opposant n'est pas de fait qu'il est beau, ou bien qu'il est bien arrêté, ou bien qu'il est aimé. C'est le fait, le message qu'il donne à la population qui fait que la population est derrière lui. Et une fois que ce candidat est attaqué, ce n'est pas seulement son parti qui est attaqué, c'est tout le peuple qui est attaqué. Et en cela, ça suscite la tension. Et c'est ça qu'on est en train de vivre. Le problème, il y a seulement un seul homme qu'on appelle M. Lucien Fall, et nous connaissons quand même l'historique de ce monsieur. Nous savons le rapport entre ce monsieur et Alpha Condé. Nous le savons bien. Et si l'opposition guinéenne demande son droit, dire que, ok, nous sommes Guinéens, nous aimons la Guinée, mais on veut une élection libre et transparente. Et pour que ça soit possible, il faudrait que cet homme soit radié de la tête de la CENI. Mais notre président, notre cher président, le professeur Alpha Condé de nature, qui par là n'existe ou n'explique pas réellement sa position en faveur de la Guinée, dit qu'il ne peut pas, à cause d'un seul homme, substituer la CENI, qui ne peut pas enlever cet homme parce que c'est la CENI qui doit l'enlever. Mais il n'a pas encore dit son opinion propre. Est-ce qu'il soutient l'enlèvement de cet homme ou bien il ne le veut pas? Parce qu'il dit que c'est lui qui doit fixer la date. Ok, si tu fixes la date, et la CENI est là, pourquoi maintenant? Tu vas fixer la date à ce qui sera bon pour toi. Donc pour ça,
j'exigerais que nous prenions un homme libre. Et cet homme, j'ai deux propositions. Soit cet homme viendra d'un choix à partir de l'opposition, et du pouvoir. Ça, c'est d'un. De deux, si on n'arrive pas à trouver quelqu'un de transparent au sein de la Guinée, j'espère bien on aura à faire face à un homme étranger qui ça doit être de la part du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, n'importe quel pays limitrophe de la Guinée, pour qu'on puisse avoir quand même la paix et la transparence en Guinée. Très bien. Monsieur Gatagbemou, vous écoutiez donc le panéliste de Radio Guinée, Monsieur Gatagbemou, en ligne de Greenbelt dans le Maryland. Alors, Monsieur Gatagbemou, vous dites que le problème, c'est que le président de la République n'arrive pas à trancher. Alors, voici un peu la réaction de quelques personnes. Notre sœur d'Afrique, Marie-Rose Bora, à Bukavu, là-bas, dans le nord-est de la RDC, a dit que le problème guinéen, il faudrait se mettre autour de la table pour éviter le pire. Alors, quelle réaction avez-vous face à une réaction panafricaine de ce genre concernant le cas guinéen, M. Gatagbemou? Georges, vous êtes un homme vraiment intéressant et on voit que si vous voyez les dernières nouvelles guinéennes, le président a complètement rejeté ça. Il ne veut pas une discussion. C'est ça, il faut avoir des négociations. C'est quand tu es prêt à négocier. Tu ne peux pas seulement inviter l'opposition pour te faire voir au niveau de l'opinion internationale que j'ai fait ça, mais ça ne marche pas. Les lignes sont là. Ok, je veux ça. Vous avez dit que vous ne voulez pas du Sénégal. Qui vous voulez? Qu'est-ce qu'on doit faire? Cela n'a pas été fait. Donc, la discussion autour d'une table ronde, ça doit avoir une précondition. La précondition est qu'il faut d'abord enlever ce ton avant qu'on fasse une discussion potable. Oui. C'est clair. Mais cela, normalement, la Constitution a dit quoi? La Constitution guinéenne dit que l'élection législative devait être organisée 6 mois après l'élection présidentielle. Cela n'a pas été fait. Ça, c'est un. Les accords de Ouaga ont été violés. Et j'apprécie mon cher Jean-Marie Doré qui avait dit quoi? Il avait vu, c'est un problème, ce gars. Il avait dit que je préférais qu'on fasse une élection législative avant les élections présidentielles. Et si ça a été fait, on n'aurait dû pas faire rencontrer des problèmes d'aujourd'hui. Donc, tout le problème est oui, selon vous, M. Gatagbemou, je voudrais rappeler à tous nos auditeurs que nous avons du côté de New York City notre invité du jour, M. Joseph Abba. Joseph Abba est le vice-président du Conseil guinéen de la diaspora forestière. Alors nous aurons en ligne tout à l'heure. Alors M. Gata, je reste avec vous. Vous aviez compris, notre sœur de Bukavu, Marie-Rose Bora, dit qu'il faudrait se mettre autour de la table pour éviter le pire. Vous savez, c'est une dame qui est enseignante de profession et elle connaît bien ce que veut dire le mal, ce que veut dire conflit, ce que veut dire guerre donc cette dame, son pays, la RDC, c'est un grand marigot. Ce grand marigot africain a connu de par le passé jusqu'à présent des troubles. Alors si elle dit il faut éviter le pire en se mettant autour de la table, pensez-vous que les leaders guinéens, en tout premier lieu le chef de l'État, devraient accepter d'aller autour de la table pour trancher définitivement ce problème ou ce nœud gordien autour de la CENI, M. Gatagbemou? Oui, le président devait quand même faire ça. C'est son rôle, c'est le père d'une nation. Donc, il ne doit pas voir seulement son intérêt là. Il doit mettre en jeu l'intérêt de toute la nation, l'intérêt du peuple. Et même pas, il y a les religieux guinéens qui se sont rendus pour voir les différents acteurs politiques. Et c'est la même chose qu'ils ont retranché. Il faut une table ronde entre l'opposition et le gouvernement. Mais comme je l'avais dit, cette table ronde doit être, si tu veux faire une négociation, tu dois venir franc et honnête. Mais tu ne peux pas faire une négociation dans la cachette. Le point, c'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Gatagbemou, panéliste de renom ici à Radio Guinée USA. Il est 15h25 à Washington, 19h25 à Womé, dans la sous-préfecture de
Wamé, donc préfecture de Nzerkore. Alors, mesdames et messieurs, nous allons prendre la route de New York City, où se trouve depuis quelques jours déjà le vice-président du Conseil guinéen de la diaspora forestière, monsieur C.C. Joseph Abba, un homme bouillant. Monsieur Joseph Abba, je vous rappelle encore, est un homme très bouillant qui était sur les antennes de la radio-télévision de la Voix de l'Amérique le jeudi dernier autour d'un important thème international, la place des homosexuels dans les élections ici aux États-Unis. Monsieur Joseph Abba, comme je vous le dis, est en séjour actuellement à New York City, la grande ville de New York City. Et comme vous le savez, quand la chèvre est présente, on ne mêle pas à sa place. Nous allons donc lui céder le micro pour s'introduire lui-même. Alors, monsieur le vice-président, j'espère que vous avez porté votre casque. Si tel est le cas, comment allez-vous à New York? Ouais, je vais bien et je suis très heureux de prendre l'émission déjà en mars. Je vais très Merci bien. beaucoup, monsieur le vice-président. Et pour l'ensemble de nos auditeurs et internautes, qui est monsieur Joseph Abba pour commencer? Je suis monsieur Joseph Abba, vice-président du Conseil supérieur de la diaspora forestière. Voilà. Voilà, et en Guinée, est-ce que nous pourrons savoir un peu qu'est-ce que vous faites en dehors de vos fonctions de vice-président de la diaspora forestière? Monsieur Joseph Abba évolue dans quel domaine en Guinée? Ok, d'accord. Monsieur Joseph Abba travaille chez Total Guinée en tant que formateur aujourd'hui, mais il a fait 16 ans d'inspection sur le réseau. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le vice-président du Conseil guinéen de la diaspora forestière qui séjourne actuellement à New York, qui est notre invité du jour. Monsieur Abba, les thèmes qui nous regroupent, donc les principaux thèmes de cette édition, c'est donc en Guinée, le bras de fer qui existe entre l'opposition et le pouvoir autour de la CENI. La CENI, c'est la Commission électorale nationale indépendante, l'institution en charge d'organiser des élections en République de Guinée. Y a-t-il lieu de craindre un éventuel vide constitutionnel en Guinée quand on sait que le bras de fer se poursuit? La semaine qui vient de finir, je le disais en début d'émission, a été émaillée d'incidents graves, les journées villes mortes à Conakry. Alors, qui pourrait donc avoir qualité d'assumer les fonctions de chef de l'État s'il y a vacance soudaine de pouvoir, monsieur Joseph Abba? Monsieur Léonard, je voudrais déjà, tout pour commencer, vous dire que le problème de la CENI n'est pas un problème en soi qui puisse empêcher l'organisation des élections législatives en Guinée. Du moment où, entre les deux tours, le problème a été posé, celui de la restructuration de la CENI. La même opposition aujourd'hui qui crie aux voleurs avait dit qu'on ne pouvait pas changer l'arbitre dans un match. Il fallait attendre la fin du match et le match n'est pas terminé, à ce que je sache. Le match est en cours parce que la transition ne finit que lorsque nous aurons les élections législatives ou le Parlement en place. Maintenant, à parler de vide constitutionnel, ce n'est même pas une option que moi j'envisage parce que ce n'est pas du tout bon pour la Guinée qui a déjà souffert, moi je vais dire un siècle. Si tu prends le temps de la colonisation et après les indépendances, nous avons pu mettre 54 ans à nous relever, on ne s'est pas encore relevé. Si la même opposition hier qui était là, qui criait, il fallait un gouvernement civil, il fallait un président civil, aujourd'hui crie enfin à l'échec de ce gouvernement qu'on a eu après plusieurs sacrifices de nos sangs, de nos énergies et de toutes nos forces, je me pose la question de savoir que veut l'opposition guinéenne enfin pour la population. Est-ce que cette opposition, elle est vraiment pour le progrès social ou elle veut tout simplement que la population continue à souffrir dans la misère? Je veux aussi un peu plus illustrer mes propos en disant ceci. En 2008, à la mort du feu général Lansana Conté, il y a le capitaine et son équipe qui a pris le pouvoir en demandant de leur accorder 2 ans de transition pour pouvoir mettre en place, en premier lieu, toutes les institutions républicaines avant de lire un président de la République. Comme cela, on aurait déjà eu des institutions fortes, telle était la recommandation du président Obama lors de son passage au Ghana.
L'opposition guinéenne a trouvé que 2 ans étaient très longues, alors qu'il fallait tout simplement patienter. Aujourd'hui, nous sommes à 4 ans de transition. Et ils ont organisé l'événement malheureux que nous regrettons tous, le 28 septembre, en faisant croire à tout le monde qu'ils étaient d'accord et que avec le problème c'était l'armée. Aujourd'hui, l'armée est rentrée dans les cagères, l'armée est devenue une armée républicaine qui protège la nation, le président de la République. On l'a vu lors des derniers événements lorsque sa maison a été attaquée. Et si aujourd'hui la même opposition, maintenant pour des petits intérêts égoïstes, je le dis comme ça, parce que moi je ne trouve pas d'intérêt à ce que le problème de la CENI soit un préalable ou un président majeur qui puisse les empêcher d'aller aux élections. On a élu un président pour 5 ans, je souhaite qu'ils attendent après les 5 années, ils se présentent et s'ils sont élus, nous allons voir ce qu'il faut faire. Mais en attendant, le vide constitutionnel n'est même pas à envisager, encore moins penser qui peut prendre le poste après cette situation. Monsieur Braba, ce n'est pas ce que souhaite l'ensemble des Guinéens, mais quand il y a des difficultés à organiser des élections, après donc 1 an de présidentielle, nous avons aujourd'hui un président qui a été démocratiquement élu, et le Parlement, il fait toujours la transition, vous le savez, le nom c'est quoi? C'est le CNT, Conseil transitoire national. Et s'il y a un problème, on n'a pas de constitution. La constitution qui a été donc promulguée par un décret, vous le savez, au temps du général de transition, le général Konaté. Si aujourd'hui il y a un problème, l'armée que vous qualifiez de républicaine aujourd'hui, elle s'est retirée, elle est aux aguets, elle observe ce qui se passe au niveau de la politique. Vous savez bien que les militaires, quand ils sont dans le camp militaire, étant donné qu'ils n'ont pas d'autres activités génératrices de revenus, productrices, les militaires donc passent tout leur temps à calculer, à lire les journaux, et en cas donc de vacances de pouvoir, il va tout de suite avoir ici des difficultés de succession qui peut, le président Alpha Condé, nous lui souhaitons beaucoup de chance, mais c'est un mortel. Alors, comme vous le savez, les philosophes l'ont dit, tout être mortel. Alors, si on ne le souhaite pas, au cours d'un accident, il y a crash d'avion, il est en train de voyager, ou tout simplement, il se lève, il se couche aujourd'hui, demain matin, il ne se lève pas, je ne lui souhaite pas. Ça peut arriver. Alors, qui pourrait gérer le pays? C'est là la question. Est-ce que, dans ce cas-là, on ne se trouverait pas face à un vide constitutionnel difficile à remplir, puisque le Premier ministre, vous le savez, il est chef de gouvernement, mais c'est pas lui, dans la constitution actuelle, c'est pas lui qui peut, on n'a même pas de constitution d'ailleurs, c'est pas lui qui peut succéder au chef de l'État, hein, monsieur Joseph Abba. Oui, monsieur Georges, moi je ne suis pas dans le secret de Dieu pour savoir qu'est-ce qui peut arriver au président de la République dans les jours qui suivent. Mais encore une fois, nos prières l'accompagnent, on a tous prié et aujourd'hui il est élu. Nous lui souhaitons vraiment plein succès pendant les 5 ans. Mais si éventuellement cela arrivait, moi je sais déjà que la Guinée est un pays qui est suffisamment bien béni, puisque peut-être vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé 2006-2007. Tout le monde pronostiquait ou prévoyait déjà que c'était le déluge à la mort du feu général Lansana Conté, mais nous avons vu que le feu général Lansana Conté a tiré sa révérence, et aussitôt on a vu une équipe inconnue de tout le public national et international qui est venue et qui a géré la situation sans qu'il y ait aucune effusion de sang. Encore une fois, moi je me dis, et je le répète, je l'ai dit la dernière fois sur les ondes de RFI, je vais le répéter aujourd'hui sur vos ondes, en Guinée, on s'est amusé à créer une constitution que nous avons appelée consensus. Et ce consensus doit être respecté par tous. Pour qu'aujourd'hui nous puissions aller à une élection crédible, paisible, transparente et acceptée par tous, il faudrait bien qu'on s'accorde sur le minimum. Maintenant, à savoir qui va prendre le pouvoir lorsqu'il aura vacances, ça c'est vraiment le secret de Dieu. Et M. Georges, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Oui, mais dites-nous, M. Abba, je ne vous tire pas la langue. La constitution que vous défendez, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que c'est le président de la République, le vice-président, on n'a pas de vice-président, le Premier ministre, ou non, le président de l'Assemblée nationale, étant donné qu'on n'a pas d'Assemblée nationale? Cette constitution qui s'appelle consensus,
fera appel à toutes les forces de la nation pour choisir celui qui pourra gérer. Justement, c'est à ce niveau où il y a des craintes. Que ça ne soit forcément pas l'armée. Et peut-être même que déjà, à force de tirer, mais je vais te dire, l'opposition aujourd'hui est en perte de vitesse. Parce que je vais te dire une chose, les gens qui ne sont pas dans le pays croient que c'est tout le pays qui est en mouvement, mais c'est faux. C'est une petite dorsale de la nation qui est l'axe Anko 5, Koza, Bambeto, Amdalaï, qui paralyse une partie de la ville. Mais si vous prenez la corniche nord et la corniche sud, ainsi que l'axe autoroute, toutes les activités évoluent très bien lorsqu'on demande des journées ville morte. Les gens sont complètement lacérés, fatigués. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de penser à une journée ville morte. On a besoin d'aller de l'avant parce que le coût de la vie est aujourd'hui très cher en Guinée. Les gens n'ont plus la tête à ces manifestations de rue. Tout le monde est fatigué. Pour preuve, la manifestation qui était prévue jeudi, j'ai appelé, j'ai demandé, mais le mouvement a été contré et cantonné qu'au niveau encore de Bambeto. Bambeto est devenu aujourd'hui le résumé de toute la Guinée. Mais il faudrait bien qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut continuer à souffrir dans la misère, dans la pauvreté, hein? Ou alors on veut aller vers le progrès? Et si on veut aller vers le progrès, si on aime le pays, encore une fois, je le dis et je le répète, l'opposition n'a qu'à attendre 5 ans, accepter qu'on parte aux élections législatives. Le Parlement qui sera élu va être le Parlement de tout le peuple de Guinée. Ils n'ont qu'à seulement demander des garanties et que ces garanties soient accordées, c'est tout. Qu'on s'accorde sur ce minimum et enfin qu'on en finisse avec cette transition. Mais ce n'est encore pas une fois des manifestations de rue qui vont résoudre ce problème, au contraire, elles l'enveniment. Quand vous dites que l'opposition doit attendre, nous sommes d'accord avec vous, mais est-ce que vous pensez que le problème qui existe aujourd'hui en Guinée émane de l'opposition? Nous savons que l'opposition voulait aller aux élections, seulement elle demandait des garanties, comme vous l'avez dit, si bien dit. Alors, aujourd'hui, nous, observateurs de la vie nationale, nous, dans le monde des médias, nous sommes dit qu'il y a une sorte de cacophonie au sommet même ou au sein du gouvernement. Nous nous rappelons qu'une date avait été fixée par le ministre de l'Intérieur en la personne de M. Alassane Condé qui disait que nous irons aux élections le 8 juillet avec ou sans l'opposition. Et vous le savez que ce n'est pas le ministère qui organise les élections, c'est bien sûr la CENI. Alors quand un haut commis de l'État, un homme aussi important dans le gouvernement de la République, lance des propos comme ça et que ces propos sont en quelque sorte confirmés de façon indirecte par le président de la CENI qui avait évoqué aussi la date du 8 juillet. Et vous le savez bien qu'en juillet en Guinée, c'est l'hivernage, il pleut beaucoup, les gens sont dans les champs. Donc personne ne peut avoir le temps de rallier un bureau de vote à un autre pour s'acquitter de son devoir civique. Alors, voyez-vous, pensez-vous que le problème qui existe aujourd'hui, ça vient de l'opposition? C'est l'opposition qui refuse d'aller aux élections? C'est ce que vous croyez dire, M. Rabat? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Encore une fois, quand cette date a été fixée, la date du 8 juillet, j'ai été sur les antennes de la radio, la RFI, où j'ai dit que c'était que du bluff. Parce que tout simplement la date était fixée pour faire plaisir à l'opinion internationale. Cette date, après toute information que j'avais obtenue auprès des techniciens à la matière, était une date qui était pas tenable. Je l'ai dénoncé sur les ondes des RFI pour dire que c'était faux et que c'était pas possible. Et j'avais dit que ce jour-ci, le gouvernement s'entêtait à organiser les élections législatives le 8 juillet comme il le prévoyait, on allait encore assister à une nouvelle situation de catastrophe et on allait encore assister à de nouveaux morts. Alors qu'il fallait encore une fois donner sa chance à la démocratie et au dialogue inclusif qui avait été organisé, dont les conclusions venaient d'être publiées et sur lesquelles il y avait 8 points majeurs où il n'y avait pas d'accord. Et ces points de désaccord devaient être encore renégociés, ce qui n'est pas fait jusqu'aujourd'hui. Et ça, ces points de désaccord, chaque parti a sa responsabilité.
l'ADP en particulier a sa part de responsabilité, parce que refuser d'aller à la négociation sous prétexte que vous avez posé des points qui ne sont pas aussi acceptés et que vous refusez d'aller à la table de négociation, et la solution que vous trouvez, c'est de vous mettre dans la rue, en complètement bloquer, paralyser les activités. Et je me dis, quelque part, il y a anguille sous roche. L'opposition... Merci beaucoup, Monsieur Abba. Je rappelle à nos auditeurs que vous suiviez Monsieur Joseph Abba, vice-président du Conseil supérieur de la diaspora forestière en séjour à New York City. Alors, Monsieur Abba, gardez votre confort d'écoute. Avant qu'on ne prenne le politologue guinéen, nous allons vous lire la réaction qui nous vient d'un ministère guinéen. Alors, voici ce que dit cette réaction. La CENI est constituée de 24 commissaires nommés par décret présidentiel. Elle est composée de 2 représentants administratifs et de 2 de la société civile. 20 autres des délégués des partis politiques, dont 10 du PUP, parti au pouvoir d'alors en 2008, et 10 autres de l'opposition où le RPG a une place et une pour l'UPR. Ensuite, un de chaque parti de l'opposition pour les 8 places restantes. Aucun changement ni de mise à jour n'est fait encore depuis. Je pense que notre compatriote est en train de remonter un peu l'histoire au temps du général Conté. Alors, gardez votre confort d'écoute, je continue la lecture. C'est l'ensemble des 20 partis qui votent pour le président de la CENI, qui est issu de la société civile. Alors, s'il faut démettre la tête, il va falloir respecter le texte, c'est-à-dire annuler le décret du défunt président Conté et demander à chaque parti d'en proposer un nouveau. Mais sur le nombre, le parti au pouvoir propose toujours les 50%, ce qui va faire couler des larmes de regret à certains. Pour l'instant, l'opposition occupe plus de place à la CENI et une seule pour le RPG suivie de celle de l'UPR. Nous devons y réfléchir. Je continue donc la réaction. Mon avis, faut-il savoir ce que l'on veut? Reconsidérer la CENI, préparer le personnel, revoir les équipements, mettre à jour le fichier électoral, enrôler les ayants droit en âge de vote, s'assurer que tout est OK, un test machine, fixer une nouvelle date de recensement officiel. Nous sommes au mois de mai, attendre après les pluies pour fixer la date probable des élections pour un avis du chef de l'État après observation et vérification par le MATAP, le ministère de l'administration du territoire pour les logistiques et les accusés de réception de tous les postes de vote, etc. Alors, notre compatriote poursuit donc sa réaction. La confirmation des sous-préfets, préfets et maires, des gouverneurs et enfin, le rapprochement de la CENI et du MATAP, un accord sur les désaccords, la confirmation des commissaires de la CENI pour les autres parties prises en compte. Enfin, une date du chef de l'État pour l'année en cours suivant le constat ou encore l'année 2013 après les pluies et la distribution de toutes les cartes d'électeurs biométriques. Très complexe, dira-t-on. Très complexe, dira-t-on. C'est la question qui se pose. Nous y reviendrons, mais juste pour avoir une idée des problèmes en cours. Il est plus facile juridiquement d'annuler un décret que de démettre un élu. Alors, le ministère délégué des Guinéens de l'étranger. Juste un débat. C'est ce que dit cette réaction et c'est la signature que je viens de vous lire, mes chers compatriotes. Alors, monsieur Joseph Abba, vous qui êtes notre invité vedette, quelle réaction avez-vous face à cette lecture? Mais vous voyez que ce monsieur, il est dans la même ligne que moi. Il est dans la même ligne que moi, parce que là, si vous remarquez toute la lecture, vous comprendrez aisément que le problème de la CENI n'est pas un problème en soi. C'est parce que tout simplement, il y a un manque de volonté quelque part. Puisque la CENI n'est composée que des membres de l'opposition et le PUP aujourd'hui, qui n'est même plus aux affaires, qui est bien représenté, ce PUP n'est plus là. Le RPG n'a qu'un seul représentant. On a peur que de la tête de la CENI. Mais encore entre les deux tours, ok, celui-là que notre cher malien Cissé a organisé. Mais c'est le CENI qui était le commandant de bord. Tout le monde l'a vu le jour de la publication des résultats. Quand
le cher monsieur essayait de tâtonner sur les chiffres. C'est le CENI qui était là pour le rappeler. Il était le pense-bête du vieux. Tout le monde l'a vu à la télé. Alors pourquoi aujourd'hui ça pose problème? Parce que c'est le CENI qui est à la tête. Parce que tout simplement, on considère que le CENI a annulé des votes sur certaines communes où il y avait vraiment de la merde électorale et qu'on lui reprochera comme si c'était une fin en soi. Encore une fois, moi je demande et j'insiste là-dessus, il faut que l'opposition se remette en cause. Merci beaucoup, monsieur Joseph Abba. Je vous rappelle que vous suiviez Washington Débat en sa 72e édition en direct de Washington. Votre animateur du jour, Georges Léonard Sagno. Alors, monsieur Joseph Abba est le vice-président du Conseil supérieur de la diaspora forestière. Il est notre invité et nous répond à partir de New York City. New York où il est 15h46 en heure locale. 19h46 à Bogota, à Lola. Alors, direction Washington DC, où nous allons retrouver le politologue guinéen, Monsieur Chérif Niman François. Si vous êtes à l'écoute et que vous avez votre casque, notre invité du jour, je vous le rappelle encore, c'est Monsieur Joseph Abba, vice-président du Conseil guinéen de la diaspora. Voilà, il est donc en train de débattre autour de la CENI et autour d'une éventuelle vacance de pouvoir en Guinée. Quelle réaction avez-vous, monsieur Chérif Niman François, vous qui êtes politologue guinéen basé dans la région métropolitaine de Washington, grand panéliste à Washington Débat? Oui, merci Georges, merci à tout le monde et je profite de l'occasion pour dire bienvenue à notre président Joseph dans nos murs à New York et naturellement il va visiter Washington et nous sommes prêts à le recevoir. Revenir sur la question concernant la CENI, moi j'avais toujours dit, ma position est toujours claire, que c'est une question de simple mathématiques et de simple logique aussi. Puisque la CENI avait été constituée au moment où les forces politiques sur la cartographie politique étaient différentes. Aujourd'hui, nous avons on peut faire une autre lecture de la situation politique de la Guinée. Alors, l'esprit qui a composé la CENI, il faut voir l'esprit qui a composé la CENI. L'esprit était que les partis qu'on a mesurés sur leur force sur le terrain national devraient faire partir prioritairement comme membres de la CENI. C'était l'esprit qui a... D'ailleurs, c'est partout. Il faut avoir un intérêt dans quelque chose pour la constituer. Et c'est les partis qui avaient un intérêt dans une élection, d'une probable élection à venir, qui ont composé la CENI. Aujourd'hui, vous avez vu la lecture, le PIP qui constituait la majorité à ce moment, le PIP n'existe plus. Moi, je venais de lire le rapport du ministère des Affaires politiques sur l'existence des partis politiques sur le terrain. Quand tu vas dans la colonne du parti du PIP, il est dit là-bas, après les rapports du ministère, il est clairement dit que le parti, on ne connaît pas le nombre de militants du parti, le parti a un statut, le parti a des fédérations, mais le parti est inexistant. Les réunions régulières ne se tiennent pas, le parti a un siège. Donc, comment voulez-vous que des hommes politiques, mûrs qu'ils sont, ou quelque bords qu'ils soient, acceptent d'être représentés par des gens dont on ne connaît pas leur motivation politique, on ne connaît pas leur orientation. Donc, l'esprit même qui a créé la CENI n'existe pas aujourd'hui à la CENI actuelle. C'est pour cela, d'ailleurs, lors des dernières élections, tous les partis politiques, y compris le RPG aujourd'hui, ils avaient contesté que, après Ben Silla, c'est de contestation en contestation, puisque ça ne reflète pas la lecture politique du terrain. Ça, c'est clair, personne ne peut nier. Et donc, il faut la reconstituer. Il faut que la CENI réponde aux exigences et à la lecture politique du terrain actuellement en Guinée. Ça, c'est clair. Je crois que si il faut être d'une mauvaise foi pour dire que la CENI actuelle représente vraiment l'IFDG, l'UNR, l'IFR, et comment on appelle, la NG, de nouvelles formations politiques qui sont sur le terrain. Aujourd'hui, l'IGDD qui se manifeste en forêt. Donc, vous partagez l'avis de la réaction que nous avons reçue du ministère délégué aux affaires, du ministère guinéen, le ministère des Guinéens de l'étranger. C'est une réaction qui vient de ce ministère, M. Chérif Niman François. Bon, quelle était la réaction?
Je l'ai lu. Bon, la réaction, ça remonte un peu au temps du PIP. Vous l'avez compris, le PIP avait une place importante, les partis étaient représentés. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit, je pense qu'il faut une nouvelle lecture, puisque le PIP qui est majoritairement représenté avec le RPG, qui est devenu le parti présidentiel en quelque sorte, puisque l'Alliance Arc-en-Ciel a pour mobile le RPG. Est-ce que ce schéma qui existe actuellement de la CENI devrait nous permettre d'aller aux élections législatives, ou on devrait revoir tout, comme vous l'avez dit, pour une adaptation aux nouvelles réalités du pays, politique bien sûr? Voilà ma position est claire. Je dis bien, la CENI actuelle ne répond pas à la cartographie politique de la Guinée actuellement. Donc, elle ne doit pas en aucun cas nous conduire aux élections. Ça, c'est clair. Position claire. Et je crois que c'est simple. C'est une question de simple logique. Deuxièmement, vous avez parlé de la vacance. En cas de vacances aujourd'hui, et c'est pour cela d'ailleurs, un pays responsable, avec un gouvernement responsable, doit tout faire pour respecter les dates. La vie politique n'est pas, on ne va pas laisser un peuple comme un mouton. C'est pour ça ici, dans les pays qui se respectent, chacun paye ses droits à l'assurance, à temps. Si tu ne payes pas, il y a des pénalités. Et si tu ne payes pas les factures d'électricité à temps, il y a des pénalités. Mais comment voulez-vous qu'un gouvernement qui fixe une date, il est incapable d'organiser une élection à une date indiquée? La date qui engage tout le destin d'un peuple. Et un gouvernement est assis là-bas en train de dire, j'ai écouté le professeur Alpha Condé, je m'excuse, hier à RFI, qui disait que lui, il est le président de tous les Guinéens qui n'a pas à s'ingérer dans les affaires des partis politiques. Mais les partis politiques, c'est des partis politiques guinéens, ce ne sont pas des partis politiques français. Et les partis politiques sont contrôlés par des Guinéens. Et son parti présidentiel et fait partie de ces partis. C'est à travers des partis qu'il a été élu. Donc il ne peut pas dire que lui, étant président des Guinéens, il ne peut pas s'occuper de la solution des points de parti. Et lors de la période transitoire d'ailleurs, je vous rappelle, c'est le Segouba, quand les partis avaient il n'y avait pas de compromis autour de qui devrait diriger la CENI. Segouba, qui était le président, il avait fait venir un général par consensus qui a dirigé la CENI, un étranger. Et le général Toumani Sangaré du Mali. Voilà. Donc, un président de la République, il est président de tous les Guinéens, non pas seulement des hommes, il est président des institutions, il est le garant de la moralité, il est le chef. Pourquoi on l'appelle chef d'État, commandant chef des forces armées? Est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a une question dans l'armée, il va dire qu'il n'est pas responsable parce qu'il n'est pas militaire? Je crois que c'était une déclaration irresponsable et on ne va pas rentrer dans les détails. Le moment opportun viendra. Mais ce que je veux dire, s'il y a un cas de vacances aujourd'hui au sein à Conakry, vous avez, je crois, il y a beaucoup de possibilités. Mais les possibilités que moi je vois, après mon analyse politique de la situation, il y a une forte probabilité que les militaires vont reprendre le pouvoir. Puisque c'est une vacance. C'est le président qui devrait organiser les élections rapidement, au lieu de dire que c'est la CENI qui doit la faire. Parce qu'il est le garant. Quand ça ne marche pas, on dirait que c'est le président. Quand ça marche, on dirait que c'est le président. Donc, je crois que si les militaires vont prendre, et la CEDEAO va venir, l'Union africaine, on va choisir naturellement, comme c'est la nouvelle méthode, parce qu'il faut s'adapter à la réalité. La réalité aujourd'hui, même si tu fais un coup d'État, ou un militaire prend le pouvoir, ou Alpha quittait ou démissionnait ou mourait de coups naturels, mais ce que c'est que quelqu'un doit diriger le pays. Et ce quelqu'un-là, aujourd'hui, les champs sont du côté de l'armée. Mais quand l'armée va prendre, c'est pour un moment donné, selon les lectures actuelles de la situation que nous disons dans les sous-régions, et qu'ils vont déléguer un homme de consensus, un responsable qui va organiser des élections présidentielles encore dans quelques mois ou une année ou plus. Donc voilà, moi, comme ça, moi, je fais la lecture de la vacance en cas d'une situation vraiment qu'on ne souhaite pas. Merci beaucoup. Vous suiviez le politologue guinéen, M. Chérif Niman François, qui réagissait par rapport au thème bras de fer en Guinée, la CENI, et en cas de vacances, bien sûr, de pouvoir au pays. Nous allons voir l'avis de notre invité du jour, M. Joseph Abba. Je vous rappelle encore que M. Joseph Abba est le vice-président du Conseil supérieur de la diaspora forestière. Alors, M. Abba, quelle réaction avez-vous suite à cette intervention de notre politologue, le politologue guinéen, M. Chérif Niman François? Ma réaction, elle est tout simple. Je crois que si M. Niman parle que la CENI, la composition actuelle de la CENI ne répond pas à la cartographie politique actuelle,
je suis entièrement d'accord avec lui, mais je ne suis pas d'accord avec lui quand il me dit que cette CENI ne peut pas conduire à une élection législative. Du moment où c'est la même CENI qui a organisé les élections présidentielles. Là où je suis encore d'accord avec lui, c'est quand il dit qu'il pointe du doigt le président de la République dans sa responsabilité de garant de toutes les institutions et qui se décharge d'une de ses responsabilités au prétexte qu'il est le président de tous les Guinéens et qui ne s'occupe pas d'un point de parti politique. Or, aujourd'hui, tous les calculs qui se font dans les coulisses est que le parti au pouvoir est la majorité à l'Assemblée, c'est pour ça que les élections ont traîné. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, à dire qu'il faut recomposer la CENI, ça va nous amener à des dates encore plus éloignées et nous allons continuer à faire souffrir ce peuple qui n'a eu que son seul crime d'être dans un pays où il y a des hommes et des femmes qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Ils ne pensent pas à l'intérêt du plus grand nombre. Sinon, Monsieur Georges, je vais vous rappeler un fait. Lorsque les gens fixaient la date du 8 juillet, des techniciens à la CENI avaient fait toutes les simulations possibles pour trouver une date qui était probable. Date, je dis bien probable. C'était le 25 novembre 2012. Et cette date était faite en sorte que beaucoup de points étaient compressés. C'est-à-dire qu'on faisait abstraction d'un nouveau recensement, mais qu'il fallait tout simplement faire une révision et puis procéder à la distribution des cartes biométriques et aussitôt au nouveau redécoupage électoral pour aller aux élections législatives. Mais puisque cela ne répondait pas à la demande de la communauté internationale qui voulait une date très courte pour que les choses se fassent vite, alors le ministère de l'administration du territoire, en accord avec le président de la CENI, contre l'avis des services techniques de la CENI, ont fixé la date du 8 juillet. Et aujourd'hui, nous sommes tous là, et témoins, que c'est le président de la République lui-même qui a constaté que ce n'était pas possible d'organiser les élections législatives à la date indiquée. Merci beaucoup, M. Abba. Nous allons prendre un autre panéliste de renom, M. Jules Fangamou. Apparemment, il s'agit de vous. Vous êtes à Washington, vous êtes habitué à cette émission. Quelle réaction avez-vous après avoir écouté notre invité, qui n'est autre que M. Joseph Abba, vice-président du Conseil supérieur de la diaspora forestière, en séjour actuellement au pays de l'Oncle Sam, du côté de la Grande Apple à New York City? Bonsoir, M. Georges. Je dis bienvenue au conseiller. Donc, j'aimerais vous dire encore ce qui concerne de la Guinée. Vraiment, c'est tellement compliqué. J'aimerais encore ajouter. Donc, la Guinée, le problème de la CENI, réellement, je vous ai dit, le problème de la CENI, l'autre fois, et lorsqu'on parle de celui d'Alain, le problème de la CENI, le président, parce qu'en Guinée, le président ne peut rien faire sans que la CENI ne soit au courant. Ou bien, la CENI ne peut rien faire tant que le président ne soit au courant. Et moi aussi, j'accuse vraiment le président de la République. Les opposants, ils ont toujours, je les donne raison de revendiquer leurs droits. Aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui en Guinée, on a beaucoup de problèmes. Les opposants aussi, ce sont les Guinéens qui sont nés là-bas, grandis là-bas. Ils veulent le bonheur de notre pays. Ils ne veulent pas pagailler comme il faut. Et je donne, parce qu'aujourd'hui, et si monsieur le président Alpha avait respecté, parce que la Constitution dit dans chaque pays, après l'élection, chaque 6 mois, il faut organiser l'élection présidentielle. Et l'élection législative. Et moi, je prends l'exemple à la Côte d'Ivoire toujours, et vous avez vu la Côte d'Ivoire qui a eu la guerre, et combien de mois ils ont pu faire organiser. Hassan a tout fait pour organiser l'élection législative. C'est ça, un pays. Et donc, je vois que c'est l'entourage de Alpha. Aujourd'hui, vous avez dit, j'ai écouté quelque chose de très important que vous avez dit, la CENI est composée des PIP, des gens du PIP. Ce sont les gens qui conduisaient encore le fait, le général Lassana Conté, qui sont à côté de Alpha. Tant que ceux-là sont là-bas,
la Guinée ne va pas bouger. Donc c'est pour cela que j'aimerais qu'on sente les membres qui sont les anciens membres qui ont gouverné, qui ont mal gouverné au temps de Conté, et Alpha n'a qu'à laisser. C'est là-bas que Alpha a déconné. Donc il devait... Ouais. Voilà, donc, merci beaucoup, M. Gilles Fangamou. Alors, M. Joseph Abba, je voudrais vous dire une autre réaction. Vous n'étiez pas là. Apparemment, vous avez écouté un tout petit peu un autre panéliste de renom, M. Gatagbemou, qui disait qu'il fallait, Jean-Marie Doré avait raison, vu ce qui se passe aujourd'hui au pays, en disant qu'il fallait organiser les législatives avant la présidentielle. Quelle réaction avez-vous face à cette proposition? Vous savez, le moment où Jean-Marie Doré faisait ses propositions, nous étions du même avis que lui. Nous étions de la même position que lui. Parce que lui, il est un doyen, c'est un vieux de la vieille, c'est un routier de la politique guinéenne. Mais encore une fois, malheureusement, et c'est à cela que je condamne davantage toujours l'opposition guinéenne. C'est la même qui est montée au créneau pour demander même qu'on démette Jean-Marie Doré de ses fonctions de Premier ministre, parce qu'il veut se pérenniser aux affaires. Lorsqu'il a dit d'organiser les élections législatives pour pouvoir adopter une constitution qui allait être le tableau de bord du nouveau gouvernement qui venait, on l'a traité de quelqu'un qui a goûté le pouvoir et qui ne veut plus partir. Maintenant, aujourd'hui, c'est la même classe politique qui est en train de demander que la CENI soit remplacée pour aller aux législatives. Monsieur Georges, je voudrais bien que vous compreniez une seule chose. L'opposition guinéenne, elle est égoïste. Elle ne défend que quand c'est dans son intérêt. L'opposition guinéenne ne pense pas à la souffrance de son peuple. L'opposition guinéenne ne pense que à l'individu qui se croit être le mieux indiqué pour être aux affaires. Mais ce n'est pas parce qu'on pense à l'intérêt du plus grand nombre qu'on défend. Sinon, la composition actuelle de la CENI, nous sommes tous là, on a tous vécu. Entre les deux tours, il était question de remplacer le CENI par Mam Camara, Madame Mam Camara. Aujourd'hui, Mam Camara est toujours à la même CENI et on trouve que la composition de la CENI n'est toujours pas bonne. Alors qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut aller aux élections? Ou alors on veut tout simplement continuer à faire souffrir la nation au nom d'une prétendue situation mal organisée pour aller à une élection en laquelle déjà les résultats sont connus d'avance. Moi je pense que l'opposition aurait à gagner si elle s'approchait de la CENI et du gouvernement pour faire ici un tableau de bord, une feuille de route très claire et précise, une mission claire et précise confiée à la CENI pour l'organisation des élections législatives, quitte à envoyer des observateurs internationaux pour surveiller le scrutin. Mais aujourd'hui, à dire qu'il faut remplacer toute la structure. Monsieur Joseph Abba, quelle est la solution aujourd'hui selon vous? La solution aujourd'hui, c'est de maintenir la CENI telle qu'elle est et fixer une date tenable, aller aux élections en faisant accompagner à cette élection une commission neutre qui soit capable de donner des avis qui sont pris en compte par nos textes et lois. Et puis on va aux élections pour en finir avec cette transition qui n'a que trop duré et qui fait souffrir toute une population qui n'a rien à voir avec une élection législative. Très bien, nous allons essayer donc de voir aussi l'avis du politologue guinéen. Monsieur Chérif Niman François, que faut-il faire aujourd'hui face à ce blocage? Le président n'a qu'à prendre ses responsabilités. Vous savez, comme je dis, la question est très simple, mais je crois qu'il joue à la politique et il met en danger le destin de tout un peuple avec une ambition peut-être de couvrir, pour que le RPG, le parti présidentiel, couvre l'ensemble du territoire, parce qu'il était grandement absent. Mais on ne peut pas jouer avec le destin d'un peuple. Comme vous l'avez constaté aujourd'hui, c'est clair, il y a une vacance. Si lui n'est pas là aujourd'hui, mais il aura plongé le pays et il va endosser la responsabilité même s'il n'est pas là.
Donc, ce qu'il doit faire, à mon avis, et qui est salutaire pour tout le peuple, c'est de prendre une décision, de donner des instructions fermes au parti présidentiel, aux opposants. Ils ne pourront pas bloquer tout un pays, ne pourront pas bloquer, prendre en otage le destin d'un peuple libre qui aspire à la liberté, de s'asseoir autour d'une table et discuter les quotas comme le général Lassana Conté avait fait avec les partis politiques. Sur les quotas, mesurer les forces des partis sur le terrain et attribuer à chacun son droit de présence au sein de la CENI. C'est tout ce qu'ils doivent faire. Très bien. Merci à vous, merci à M. Nima Chérif François, merci à notre invité. Une petite pause avant qu'on continue cette édition, mesdames et messieurs. Gardez votre confort d'écoute. Imaginez un monde sans barrières, imaginez un monde sans obstacles, imaginez un monde où vous pouvez activement participer à la vie de ceux que vous avez laissés en Guinée comme si vous y étiez. Moi, je vis aux États-Unis et j'achète les denrées alimentaires à ma famille tous les mois sur tmarkguinée.com. On y trouve tout, le riz, l'huile, la farine, le sucre, la tomate, le lait, les jus, l'eau minérale et bien d'autres produits. Franchement, cette affaire T-Mark, c'est mon affaire. Moi, je vis au Canada et je recharge le téléphone de mes parents chaque semaine avec tmarkguinée.com. Vraiment, je vous dis merci T-Mark. Moi, je suis en France et j'ai finalement réussi à avoir un terrain avec T-Mark. Maintenant, T-Mark m'aide à construire la maison de mes rêves. Ça représente beaucoup pour moi. Moi, je vis entre les avions, mais je peux contrôler directement l'évolution de mes chantiers en Guinée avec T-Mark. J'achète tout ce qui rentre dans ma maison sur tmarkguinée.com. On y trouve tout, ciment, bloc, granit, sable, gravier, fer, bois et tout. Ça me facilite la vie, mais vous n'avez pas idée. Vous pouvez aussi faciliter votre vie. Visitez tmarkguinée.com. T-Mark, ça s'écrit donc www.tmarkguinee.com www.tmarkguinée.com. C'est une société qui pousse les limites du possible. C'est un network de possibilités. C'est un réseau de facilité. C'est T-Mark. T-Mark, le marché au bout de vos doigts. Mesdames et messieurs, vous suivez donc une promo pour nos amis et partenaires de T-Mark. T-Mark, c'est ce marché au bout de vos doigts qui existe en Guinée et où vous pouvez faire tous vos achats. Alors, un petit clin d'œil à nos promoteurs aussi, R&B Shipping Company, LLC, for all your shipping needs, home pickup available. Alors, pour tous vos besoins de manutention en provenance ou en direction de Conakry, chez nous, contactez la compagnie de transport maritime dirigée par M. René Djonamou et M. Alpha Barry à Baltimore, ici, non loin de Washington. Alors, pour tout besoin, donc, le standard est ouvert, 410 336 4300 ou le 410 25 83 260. Alors, pour tous vos besoins, je le disais tantôt, de transport maritime en provenance ou en direction de Conakry,
contacter cette grande compagnie de transport dirigée par nos compatriotes René Dionamou et Alpha Barry. Alors, pour tous vos besoins en réparation ou en achat d'ordinateur, Techno Repair and Computer Repair Sales, c'est donc chez Suleiman Diop à l'angle de New Hampshire et Georgia Avenue à Washington, D.C. Au téléphone 202 492 93 48. 202 492 93 48 ou écrivez à sdiop@technorepair.com. Mesdames et messieurs, un petit clin d'œil aussi à notre promoteur. Alors, monsieur, le cabinet SICA, Immigration Alternative, c'est au Canada, à Montréal. Annonce classique, donc, pour immigrer et vivre au Canada, référez-vous au cabinet SICA, Immigration Alternative. Ce cabinet est dirigé par notre compatriote, monsieur Maître Moriba Alain Koné. Il est donc au 2335 rue Centre, bureau 103, Montréal, Québec, H3K 1J6, Canada. Alors, le téléphone, c'est le 514 508 6K ou le 74 22 ou le téléphone 514 508 74 24. Et voilà, donc pour tous vos besoins d'immigration, contactez ce grand cabinet d'avocats, d'experts. Alors, mesdames et messieurs, nous poursuivons cette émission. Le second thème du jour, c'est bien sûr le G8, le sommet du G8 qui se tient ici dans le Maryland. Mais avant le sommet du G8, je voudrais... Alors, on me signale qu'il y a aussi une autre annonce. Le grand dîner gala de la Fondation NIMBA, initialement prévu le 26 mai à Washington, D.C., a été reporté au samedi 23 juin 2012, toujours dans la région métropolitaine de Washington, D.C. Ce sera à l'adresse suivante, 1700 Power Mill Road, Silver Spring, c'est dans le Maryland. Et le zip code, c'est bien le 20903. Au programme, projection de la vidéo issue du concert de la Renaissance du Nimba Jazz de Nzere-Corée, organisé avec PAS le 31 décembre 2011. Lancement officiel de la Fondation Bateau Nimba pour la paix et la culture. Dîner, prestation des artistes africains invités. Les Congolais de Kinshasa, Emma Legrand, en provenance de Houston au Texas. Finkia Mulongo, en provenance de Maryland, ici dans la région métropolitaine de Washington. Denis Mandela, cinéaste à Nollywood. Vous le savez, Nollywood, ce sont les Africains qui font ces movies qui sont très prisés des cinémas, qu'on appelle Nigeria Movie. Alors, ce jeune talentueux, il travaille. Alors, au programme toujours de ce dîner gala, prévu le 23 juin, le Gabonais Gaël Amour fait du Jouk Love, tout comme Finkia Mulongo qui est de Lubumbashi là-bas, dans le Katanga, dans le sud de la République démocratique du Congo, où nous saluons tous nos auditeurs et auditrices. Alors, toujours au programme de ce dîner gala, la troupe artistique de Marie la Tigresse de New York, New Jersey. L'artiste Eli Kamano était bien attendu à ce dîner gala, mais pour des raisons de calendrier, Eli Kamano ne fera pas le déplacement. Il sera remplacé sur scène par le reggaeman camerounais Tough Gun, qui était sur les antennes de la Voix de l'Amérique pour célébrer l'an 31 de la mort de Bob Marley. C'était le 11 mai dernier. Alors, suite, donc, toujours au programme inauguration officielle de la radio, votre radio, Radio Guinée USA, qui deviendra ce jour-là Radio panafricaine Top Africa. Et célébration, bien sûr, des 20 ans de carrière du journaliste Georges Donat Sagno, président de la Fondation. Pour tout contactez le comité d'organisation ou référez-vous à notre site www.rgusa.net. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, cette édition. Alors, monsieur Joseph Abba, vous le savez, les regards sont tournés ici sur Washington où se tient en ce moment même le sommet du G8, le 38e sommet. À ce sommet grandiose ont été invités des chefs d'État africains, notamment le Béninois Yayi Boni, président en exercice de l'Union africaine,
le premier ministre éthiopien Meles Zenawi et le président de la Banque africaine du développement. Alors, Monsieur Joseph Abba, le thème que le président Obama et ses convives ont adopté cette semaine pour le G8, c'est bien la sécurité alimentaire en Afrique. Alors, que vous inspire cette grande assertion, ce grand thème qui a été proposé par le numéro 1 américain et soutenu par ses pairs du monde, M. Joseph Abba? Sujet très intéressant, sujet important, sujet de l'heure, mais encore faut-il que ces débats soient suivis d'effets, que ça ne reste pas simplement à des déclarations comme ça a été toujours par le passé, des mots pour faire plaisir à l'Afrique, des mots pour faire plaisir à l'opinion nationale et internationale, des mots pour tirer son épingle du jeu dans des calculs électoralistes, mais les actions ne suivent pas. Je voudrais bien que ces thèmes, après qu'ils soient développés, puissent être suivis d'effets. Alors, quand je vous prends, vous, en tant que vice-président du Conseil de la diaspora, donc Conseil supérieur de la diaspora guinéenne, quelle stratégie avez-vous en matière de développement? Comme le disait le premier chef d'État ivoirien, au fait Boigny, le sac vide ne se tient pas debout. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Vous êtes le vice-président d'un conseil important sur le plan international, Conseil supérieur de la diaspora forestière. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez des stratégies en matière de développement agricole, monsieur Joseph Abba? Justement, mon déplacement pour New York s'inscrit en droite ligne à ce sujet. Je suis venu justement rencontrer mes pairs du Sud qui vivent sur le continent américain pour qu'ensemble nous puissions réfléchir sur ce que nous devons entreprendre sur le terrain dans le pays, parce que tu es un de nous, tu connais bien comment ça se passe. Nous avons la région la plus riche, mais la plus pauvre. Bizarre. Mais aujourd'hui, nous nous sommes réveillés à travers une structure qu'on a tous appelée Conseil supérieur de la diaspora forestière, qui s'est fixé des objectifs. Mais très fort, malheureusement, mon constat aujourd'hui est que les initiateurs que sont nos pairs des États-Unis se fatiguent, se relâchent. Et nous, sur le terrain, la création de cette structure a entraîné ou a provoqué un espoir majeur au sein de la population à la base. Mais si ceux qui ont initié se découragent, se lassent, et moi qui suis sur le terrain, je connais les réalités, je connais l'intérêt que les gens accordent à l'institution, à la structure, j'ai dû alors prendre le taureau par la corne, j'ai pris mon cheval pour venir à New York et planifier un plan de travail avec mon président pour qu'ensemble, les petits projets que nos compatriotes nous avaient proposés, il y a un projet que notre compatriote Fromo Émile Lama avait proposé qui constituait à créer une banque agricole financée par des pairs de la région qui pouvait être une banque qui finançait de l'agriculture localement, que ce projet soit étudié et que nous puissions voir dans quelle mesure nous pourrions étudier et mettre en pratique son opéralisation. Il y a aujourd'hui un autre compatriote qui est en Guinée, qui a fait un projet qui est appelé SAG, qui est un projet agricole dont le financement même doit être obtenu à l'échelle mondiale via la FAO. Nous allons étudier aussi le principe de mise en place de cette entreprise ou de cette unité sur le terrain pour que nous puissions apporter à la population du Sud en particulier et à la population de la Guinée en général une autosuffisance alimentaire.
Parce que qui parle de développement parle d'abord de l'autosuffisance alimentaire. Mais aujourd'hui, en Guinée, nous importons tout ce que nous mangeons. Or, nous devons faire l'inverse. Nous devons produire ce que nous mangeons et manger ce que nous produisons. Et l'excédent, nous pourrons exporter. Donc, je voudrais que la diaspora guinéenne réfléchisse en ce sens. Et voilà la raison de mon déplacement pour les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup, Monsieur Joseph Abba. Gardez votre confort d'écoute. Nous allons faire un détour du côté de Washington, de la politique à l'agriculture, il n'y a qu'un pas. Monsieur le politologue guinéen, Chérif Nima François, vous êtes à Washington, où se tient en ce moment même le sommet du Camp David dans l'est de Maryland, ici dans la région métropolitaine de Washington, où les grands de ce monde sont réunis pour débattre de la sécurité alimentaire en Afrique et bien d'autres sujets, et bien évidemment la crise euro et la crise dans le monde, la Syrie et l'Iran. Alors, M. Chérif Niman François, quelle analyse politique avez-vous de ces propositions de thèmes? Voilà, le dernier point que le président Joseph a soulevé concernant l'agriculture, consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Ça, c'est un bon slogan et je crois beaucoup de révolutionnaires ont eu à adopter la même politique, ils sont orientés dans ce sens. Oui. Je me rappelle, le jeune bouillant Thomas Sankara avait eu à dire ça lors d'un sommet de Franc-Afrique de l'OIA à Addis Abeba. Il avait dit ça en face il avait demandé aux autres chefs d'État africains d'alors de faire la même chose. Mais je suis très heureux que le président ait fait le déplacement pour venir vers l'Amérique. Il y a certaines réalités quand on est sur le terrain, on peut voir. Aujourd'hui, le monde est devenu comme un village. Oui. Donc, il y a des chefs de village, il y a des chefs de quartier, et tout ce que nous consommons à travers le monde, la plupart des décisions sont prises ici en Amérique, en général. Et quand il va venir à Washington, je vais lui montrer une rue qu'on appelle Key Street. George, toi, tu dois le connaître. Sur cette rue, pas loin de la présidence américaine, elle égorge ou habite presque les lobbies dans le domaine, de tous les domaines, mais particulièrement dans le domaine agricole. Donc, si vous avez remarqué, les dernières années, on avait parlé des grains modifiés, génétiquement modifiés, qui ne peuvent pas pousser une fois récoltés, une seule récolte. Donc, je vais vous dire, les présidents, les puissances qui parlent à l'aide alimentaire vers les pays pauvres, notamment l'Afrique, et ce qui nous concerne la Guinée, c'est de la politique politicienne pour toujours, en fait, nous maintenir dans la dépendance alimentaire. Puisque les grands lobbies ne veulent pas accepter qu'ils perdent le marché du riz, du café et autres, mais ils préfèrent nous faire des dons, c'est-à-dire qu'ils cultivent beaucoup, que l'excédent vient de à nous. Au lieu que ce soit l'inverse que Joseph a voulu en parler, exporter nos excédents. Et ils veulent que l'excédent quitte d'ici là-bas pour nous vendre. Et s'ils sont contents, ils nous donnent un peu. Bon, mais ça, c'est des questions de politique nationale de développement. Mais la grande question, c'est de savoir est-ce que réellement les gouvernements africains ont la volonté d'attribuer au moins 15% de leur budget national de développement à l'agriculture, au secteur privé. Puisqu'un gouvernement, aujourd'hui, le monde a prouvé que le gouvernement ne peut pas mener une activité commerciale. Mais le gouvernement peut donner des directives à travers les taux d'intérêt très faibles à la banque, en considérant les banques agricoles, taux d'intérêt très faibles, accessibles à ceux qui veulent s'investir beaucoup dans l'agriculture. Est-ce que nos gouvernements sont prêts à le faire? Parce que c'est ça seulement la seule voie. Même qu'ils soient aux États-Unis, partout dans tous les pays qui ont abouti à l'autosuffisance alimentaire, c'est ce qu'ils ont fait. Le gouvernement ne fait pas l'agriculture comme on a vu, par exemple en Guinée, où le gouvernement va acheter des tracteurs, ils vont demander aux gens de faire la campagne agricole. Tout ça, c'est des illusions
qui on a tenté pendant 26 ans avec ce que ça n'a pas marché, on a tenté dans d'autres pays. Mais ce qu'il faut, développer le secteur privé, rabaisser le taux d'intérêt très faible pour ceux qui veulent s'investir dans l'agriculture en les surveillant et en donnant au moins une période de récolte. C'est la récolte de 6 mois avant que l'intéressé commence à payer le paiement. C'est-à-dire quand il aura récolté une fois, il commence le paiement à la banque. C'est ce que les autres pays ont fait. La technique est là. La Chine en a utilisé. La Corée du Sud a fait. Beaucoup de pays aujourd'hui. Beaucoup de pays asiatiques, vous voulez dire, oui. Voilà, beaucoup de pays asiatiques ont fait. Pourquoi nous sommes différents? Je ne crois pas que nous sommes différents, mais c'est une manque de politique, des illusions, avec beaucoup de chefs d'État qui s'illusionnent dans l'esprit. Le gouvernement peut faire quelque chose pour le peuple. Non, le gouvernement doit être le superviseur de l'activité, de toutes les activités. Merci beaucoup, M. Chérif Clément François. On me signale du côté de la technique que nous avons notre compatriote Isiaga Diallo de l'UFDG qui, malgré son calendrier très chargé, a tenu à être à ce débat. Merci, M. Diallo, de nous faire cette amabilité. Alors, le thème qui se passe maintenant, c'est le G8 et l'Afrique. La sécurité alimentaire est au centre des débats ici à Camp David, dans la région de Washington. Quelle réaction avez-vous pour la politique agricole que propose le président Obama? Oui, bonsoir Monsieur Sagno et bonsoir à tous nos auditeurs, bonsoir à nos panélistes. Je crois que c'est un sujet qui prévaut l'actualité, mais en tout cas l'Afrique, nous avons besoin de manger, les Africains en ont faim, il faudra une politique vraiment soutenue par les Occidentaux, il faut une politique quand même qui est là, qui vise les réalités sur le terrain, mais malheureusement, Monsieur Sagno, je crois qu'on ne parle que de la politique agricole quand il y a coup d'État, quand il y a rébellion, quand le pays est divisé. Je crois qu'ici, l'Afrique d'abord a un défi à relever. Je crois que le défi économique est important, mais là, nous avons un problème de société. Il faut qu'on arrive à gérer ça et que la démocratie s'installe en Afrique pour qu'on parle d'une politique agricole. Je crois qu'ici, la politique qui devrait être instaurée, c'est la démocratie, c'est la justice, c'est la liberté et surtout l'égalité entre les communautés. Je crois que c'est très important, c'est ce que je peux dire, M. Sagno, pour le moment. Merci beaucoup, M. Alpha Isiaga Diallo. Vous gardez le micro pour le dernier sujet. La France a fait des élections. La France a donc un nouveau président en la personne du socialiste François Hollande. Quels seront, selon vous, les rapports entre l'Afrique et la France sous le quinquennat de François Hollande, qui connaît très mal le continent africain? Oui, Monsieur Sagno, concernant, je crois qu'ici, toujours, l'Afrique devrait se passer des Occidentaux pour se développer, mais malheureusement, nous les Africains, nous avons en notre tête ici que c'est l'Europe, ou en tout cas c'est l'Occident qui va nous aider à nous développer. Moi, je crois que le vrai développement va venir des Africains. Je crois que la France a des problèmes. Comment la France peut gérer les problèmes en France et en même temps s'occuper de l'Afrique? Je crois que ça, c'est ironie. Je crois que ça, c'est de se ridiculiser. L'Afrique doit apprendre maintenant, depuis 50 ans, l'Afrique est indépendante. Je crois que l'Afrique maintenant a besoin vraiment de se nourrir d'elle-même. Elle peut se loger d'elle-même elle ne doit pas maintenant rester à l'attente parce que ce n'est plus la colonisation, ce n'est plus la précolonisation. Nous sommes vraiment majeurs. Il faut que l'Afrique arrive à se gérer elle-même. Merci beaucoup, M. Alpha Isiaga Diallo. Notre invité, je vous rappelle, du jour, s'appelle M. Joseph Abba, vice-président du Conseil supérieur de la diaspora forestière. Il est avec vous là-bas à New York. Alors, M. Abba, vous avez écouté notre compatriote très bouillant, très occupé à New York, M. Alpha Isiaga Diallo, qui est membre influent de l'UFDG. Alors, quel mot de la fin avez-vous? La France-Afrique doit continuer sous François Hollande ou on doit plutôt aller sous le partenariat gagnant-gagnant, M. Joseph Abba? Merci, Georges Léonard. Encore une fois, je répète, l'Afrique doit se prendre en charge. Et pour que l'Afrique se prenne en charge, il faut que les chefs d'État africains s'accordent sur le minimum en payant leurs cotisations pour financer les institutions que nous-mêmes nous avons mis en place. Je veux parler de l'Union africaine comme organe qui gouverne tous les États. Je veux parler des organes sous-régionaux qui sont aujourd'hui des organes mendiants qui dépendent de l'Union européenne, qui dépendent de l'ONU, qui dépendent
des États-Unis et tant d'autres. Pour que l'Afrique ne puisse pas continuer à vivre dans une indépendance et dans une non-colonisation qui ne dit plus son nom, parce que la France-Afrique, c'est de la colonisation qui ne dit pas son nom, il faudrait bien que l'Afrique et encore les chefs d'État africains se prennent en charge. Merci beaucoup, M. Abba. Nous sommes très pris par le temps. Monsieur Chérif Iliman François, politologue guinéen, quelle réaction avez-vous? La France-Afrique doit continuer ou dont l'Afrique doit se prendre en charge, comme disent les autres? D'abord, c'est déplorable qu'on parle de France-Afrique, parce que les pays africains avaient demandé l'indépendance et c'est le droit naturel de chacun d'être indépendant. On ne peut qu'évoluer quand on a l'indépendance. Les Africains, en demandant l'indépendance, ils ont voulu être maîtres de leur propre politique dans tous les domaines. Donc aujourd'hui, si à un moment donné de notre histoire, la métropole n'a pas voulu à donner l'indépendance d'aller, de revenir, mais pas l'indépendance politique au vrai sens du mot, si aujourd'hui on a une nouvelle réalité en France qui s'annonce dans le domaine. Oui. Voilà, nous avons apparemment perdu M. Chérif Iliman François. Il parlait donc de la France-Afrique. Alors, mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et auditrices, nous nous excusons auprès de ceux-là qui n'ont pas pu intervenir, notamment nos amis de Bukavu, dans le grand Kivu là-bas. Tous nos souhaits de bonnes et heureuses années à tous ceux qui fêtent le nouvel an ou leurs anniversaires. Merci à vous. C'était au micro Georges Léonard Sagno. Merci à notre invité, M. Joseph Abba. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres débats. Merci également à notre compatriote, M. Alpha Isiaga Diallo, membre influent du bureau exécutif de l'UFDG. Il nous répondait à partir de New York où il est 16h32. En heure locale, 20h32 à Port-et-Dakar, là-bas, dans le Fouta Jalon. Merci à vous. Bonne soirée chez vous.